Bonsoir à tous, les experts du foot avec Laurent Bagnet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Il nous régale le petit Biarritz. Il nous régale, 10 buts déjà. Oui, il fait des performances incroyables. Oui. On va en reparler. L'attaquant danois, va-t-il continuer longtemps? Sera-t-il pas qu'un simple tube du printemps peut-être, qui sait, hein, notre ami Mika? On verra bien. Et on parlera du PSG et de Lille, bien sûr, en Ligue des Champions. Et du corps arbitral face aux entraîneurs désormais. C'est chose qui se passe dans le football aujourd'hui. Hein. Oui, c'est très compliqué. C'est un vrai dossier qu'il faut suivre. Tous ensemble. Oui, parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs. Oui. C'est notre sommaire ce soir des experts du foot. Comment ne pas débuter les experts du foot par la performance exceptionnelle XXL de Mika Bierretz qui nous régale. Lui, il a l'air, il a la musique, il a tout ce qu'il faut, hein, Mika Bierretz, parce que franchement, 3 triplés plus un but, ça fait 10 déjà, les triplés qui s'amoncellent. Il aurait pu en marquer plus encore l'autre soir. Oui, c'est la bonne surprise de l'intersaison, un bon recrutement, un joueur qui s'épanouit dans notre équipe et qui a marqué 3 triplés, ce qui est assez rare dans le football. Et vraiment, c'est magnifique pour notre équipe. Sous les yeux, en plus, 2 Argentins un peu connus, hein, David Trezeguet et puis le recordman des buts en Ligue 1, des Lyonis, quoi. Là, on parle de monstres sacrés du football, de 2 joueurs qui sont similaires dans le sens du but, dans l'adresse. Ouais. Voilà, avec 2 époques différentes, mais alors une faculté à être présent au bon endroit, au bon moment et être toujours adroit. On dit souvent, hein, on sent le but, mais c'est ça, un chasseur de but. Il sait se placer, même marquer un but au ralenti. Hein. Un buteur, il sera toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça c'est l'anticipation et ça ne se trahit pas. Alors, on le dit, un assistant en hockey sur glace, mais il ne faut pas oublier ceux qui donnent les ballons. Notamment Vanderson à droite ou un Caio Henrique qui retrouve son niveau et qui donne des petits caviars, comme on dit quand même. Oui, qui retrouve du rythme parce qu'il avait vraiment perdu. Il y a quelques semaines, il était encore en dessous. Bon, il faut beaucoup de temps quand on sort de blessures comme ça, mais bon, c'est bien, il revient à un bon niveau et c'est bien pour la fin du championnat. Ça veut dire qu'il y a un bel esprit d'équipe aussi, parce qu'il n'y a pas que sur les côtés. Il faut qu'Embolo, même s'il en rate des tonnes, hein, on le sait depuis le début, il peut nous agacer. Voilà, il y a un bon compromis entre les deux, il y a de la jeunesse derrière, il y a encore Balogun qui est à l'infirmerie. Oui, Mbolo, c'est vrai qu'il n'est pas dans une phase de confiance maintenant. Un buteur, ça marche beaucoup à la confiance. On voit Paris et Dembélé qui ne marquait pas un but et qui a pris confiance et conscience qu'il pouvait en marquer et qui ne s'arrête plus. Oui, qui est le meilleur buteur aujourd'hui. Voilà, hein, donc je pense que bon, Mbolo, ça reste quand même un joueur qui est intéressant, important, mais c'est vrai qu'actuellement, il n'est pas dans une phase qui nous apporte beaucoup. Vous venez de parler, Laurent Bagnet, de vous, le coach, de l'attitude d'un Dembélé qui ne marquait pas, puis maintenant qui enfile les buts. Et on se dit que Bierretz est parti peut-être pour durer, c'est ce qu'on espère pour l'AS Monaco, mais il y a un moment, il peut cogiter aussi sur un match, il ne marque pas. Et ça peut être compliqué ensuite. Je pense quand même que quand on est un avant-centre, on a quand même si on a des moments où on est un petit peu moins adroit, on a quand même toujours ce sens du but et on le retrouve vite. Et puis après, je pense que les séances d'entraînement sont importantes. Un buteur doit travailler beaucoup devant le but et marquer beaucoup de buts toute la semaine pour en marquer le week-end. Comment le coach parle à ce joueur-là justement en disant « tu viens d'arriver, bravo pour ton intégration, bravo pour tes buts, mais il va falloir continuer, il va falloir toujours travailler encore plus ». Je pense qu'il faut qu'il soit épanoui, il faut qu'il se sente bien comme il est actuellement dans sa peau et le mettre titulaire pour qu'il garde cette confiance. Jusqu'à présent, on n'a pas grand-chose à lui reprocher à ce joueur. C'est difficile, c'est très difficile. Il arrive d'être un petit peu tard pour nous amener plus loin en Ligue des Champions cette saison-ci. Oui, Ligue des Champions... Après, c'est l'opportunité qui a fait. C'est un match très frustrant. On avait la place de passer, il me semble, assez facilement. Maintenant, c'est comme ça, mais je pense qu'on a eu plus de problèmes défensifs que de problèmes offensifs face à Benfica. Et il faudra repenser à ça pour la saison prochaine, parce qu'il me semble qu'on a besoin quand même d'1 ou 2 défenseurs importants pour jouer à un plus haut niveau dans les Coupes d'Europe. Pas d'Oscar, pas de César pour Mika Bierretz, parce qu'en plus, quand on voit les joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de février, avec ses triplés, il n'est même pas dans la liste des 3. C'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant. Après, je ne sais pas qui fait ça, qui s'en occupe. C'est un petit jury, mais bon, c'est vrai que c'est un joueur qui fait quand même un grand chelem. Non, mais je veux bien, parce que Dembélé, ok, Hakimi qui fait... Oui, bon, mais c'est vrai qu'il est confronté aux joueurs de Paris qui gagnent tout, qui font des performances assez hallucinantes. Et bon, ça peut se comprendre qu'ils sont un peu en dessous par rapport
d'ailleurs aux résultats en Coupe d'Europe et aux résultats de notre équipe qui sont en dents de scie. Ouais, c'est vraiment quand même, franchement, dans la liste des nommés là. Oui, il méritait au moins d'être dans le... Il peut avoir sa statuette quand même ce mois-ci, quand même, avec ses triplés. Anecdote quand même sur ce garçon, qui est donc d'origine danoise, d'un côté par son papa qui est allemand aussi, sa maman vient de Bosnie, il est resté longtemps en Angleterre, vous connaissez la mondialisation qui est partie travailler dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on choisit quand on a ce choix-là? Danemark, Bosnie, Allemagne, Angleterre, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend si on préfère son père ou sa mère, je sais pas. Ça dépend des possibilités qu'on a, des fois on est demandé par des pays et voilà, il faut faire des choix et ça dépend de la sensibilité qu'on a par rapport au pays. Ouais, l'Angleterre, il serait peut-être un petit peu embêté, mais le Danemark, ça serait un sauveur. Hein. Et aussi, ça dépend aussi de la concurrence. Des fois, on choisit des pays où on est un peu moins en concurrence. Ça c'est des choix personnels. Non, mais les jeunes, bien sûr. Et déjà qui réussissent une belle saison avec Monaco. Monaco qui va vivre un mois de mars assez sympathique, entre guillemets. Il n'y a que 3 rencontres, ça se finit par Monaco-Nice. Il y a Toulouse déjà, après il y a Angers. Mais c'est un mois, on peut prendre 9 points, quoi. Ah. Oui, mais je suis ambitieux, moi je suis comme ça. Non, mais il faut être ambitieux. Je pense que on a les cartes en main. Ouais. On a les cartes en main parce qu'on va recevoir Nice, on va recevoir Marseille. Et donc on a les cartes en main pour finir dans des qualifications Champions League. Maintenant, c'est vrai que chaque match va être difficile. Toulouse sort de 2 victoires à l'extérieur. Donc voilà, ils sont en pleine confiance. Bon, Angers, ça risque d'être un peu plus simple pour nous. Mais Nice, c'est la maison. Nice progresse. On a une revanche à prendre contre Nice. Progresse, oui, on a souvent des revanches à prendre contre Nice. il progresse de semaine en semaine, il commence à devenir quand même assez invincible, donc il va falloir faire un gros match contre Nice. Ouais, justement, le classement, on le regarde parce que Nice est là, c'est juste devant nous comme Marseille. Paris, c'est loin devant, 62, c'est intouchable. Mais ils n'ont pas perdu de match. Oui. Marseille, 49, Nice, 46, Monaco, 43, mais attention derrière, il y a Lille. Qui en a pris une bonne, 4-1 à Paris, on va en reparler dans un instant. Et puis Lyon à 39, et ses petits soucis extra-sportifs. À surveiller ce championnat de France jusqu'au bout. Et Monaco, qui peut aller chercher cette qualification directe quand même pour la Ligue des Champions, vu ce qu'on voit en ce moment, l'effectif qu'on a. Si on serre derrière, ça va passer, Laurent Banini. Oui, si on serre derrière, ça peut passer. Encore une fois, je pense que les matchs contre Nice et contre Marseille vont être assez déterminants. Vous avez écouté le coach, hein? Attention, allez, il n'est pas très bon sur les paris tout le temps, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu la main sur ce pari de fin de saison. Laurent Banini, les experts du foot. Petit éclairage quand même sur la Ligue des Champions, parce qu'elle nous régale cette Ligue des Champions, même si on n'est plus là, nous, Monaco, bien sûr. Quand on regarde le parcours, quand on regarde les matchs qu'il va y avoir, il y a un derby madrilène, il y a du Lille dès ce mardi à Dortmund avec le fameux mur jaune, et puis il y a un match quand même extraordinaire, Paris Saint-Germain-Liverpool. Ah oui, c'est le match... de cette semaine. Ah oui, c'est le match à suivre. C'est le match à suivre parce que c'est 2 équipes qui sont déjà championnes dans leur pays avec plus de 10 points d'avance. Donc les deux sont déjà champions et il y a vraiment une confrontation de style et des grands joueurs dans chaque... une confrontation au sommet en plus, avec 2 grandes équipes, vous l'avez dit, qui sont top de leur forme, avec des joueurs d'exception comme Salah d'un côté ou Dembélé pour ne citer que. Oui, c'est vraiment le match qu'il faut regarder cette semaine. Oui. Qu'est-ce qui a changé finalement à Paris? On a peut-être déjà parlé ensemble depuis le départ d'Mbappé, je ne parle même pas des départs de Messi et de Neymar. Il y a un changement radical à un moment, quoi. Parce qu'il y a même une prise de bec entre le coach et son meilleur joueur du moment, Dembélé. Le match, il tourne quand ils battent Manchester City. Oui. L'histoire, elle commence quand ils perdent 2-0 et qu'ils sont au fond du trou et que le match se retourne et tout se passe bien. Et les choses s'arrangent, Dembélé marque et ça a créé un élan qui fait que non, mais c'est fou. Paris devient invincible. Mais c'est vrai que 5 minutes après la mi-temps, quand ils perdent 2-0 contre Manchester City, tu dis au revoir. On les voit complètement au fond du trou. Au fond du trou et voilà, et la magie de match qui change complètement la donne. Et puis ensuite, on voit, ça se poursuit. On l'a vu encore ce week-end contre Lille. Ça déroule, quoi. C'est efficace en première période. Après, ce sont des gestionnaires, après. Ils ne prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent beaucoup. Ils ont des joueurs en pleine confiance. Ils ont Doué, Dembélé, Barcola. Vraiment, tout le monde a pris confiance. Hakimi qui monte et qui marque des buts. Ramos qui remise, qui est intelligent. Non, c'est une équipe, un groupe qui s'est trouvé et qui a des ambitions. Et à partir de là, c'est vrai que malheureusement pour eux, ils tombent contre une grosse équipe de Liverpool. Ça, c'est un beau match. C'est un match qui va valoir son pesant d'or parce que le match aller et le match retour, ça va être... On va mettre quelques livres, quelques cents dessus sur ce match. Je ne sais pas pour qui, mais ça va être... Ça sera costaud. Je mettrai 5% de plus sur Liverpool
Sur les 2 matchs? Sur les 2 matchs, parce que je pense quand même qu'ils sont plus habitués à ces matchs-là et qu'il y a quand même un rythme qui est important dans tous les matchs qu'ils font en Angleterre. Mais bon... Ouais, alors tiens, justement, au niveau du rythme, pour conclure sur ce sujet, Liverpool n'a pas joué ce week-end parce que c'était de la Coupe. Paris a eu une petite polémique avec Lille, parce que Lille jouait dès mardi pour jouer le samedi plutôt que le vendredi. On a regardé le match au samedi. Est-ce que de ne pas jouer un week-end pour une équipe comme ça a un impact où ils sont tellement forts, ils se connaissent tellement dans leur corps et dans leur âme? Je pense que c'est bien pour eux de ne pas avoir joué. C'est mieux de ne pas jouer, d'accord. Bien sûr, de toute façon, leur équipe, elle est rodée. Ils perdent très peu de matchs et ils jouent souvent parce qu'ils jouent même le mercredi dans des différentes coupes et tout. Ça leur a fait un week-end de repos, c'est pas plus mal pour aller à Paris. Oui. Oui, après ils avaient 3 jours, c'est vrai, jusqu'à mercredi après leur petit week-end tranquille. PSG Liverpool, n'oubliez pas, c'est mercredi soir 21h. Et le match de Lille à Dortmund, c'est ce mardi 21h également avec ce fameux mur jaune de supporters. Attention à Lille qui en a pris 4-1. On pense qu'ils vont pouvoir quand même, pour conclure ce sujet, se rebeller. Oui, après... C'est une défaite qui sert quelque part. C'est une défaite qu'on pressentait parce que, bon, on a un match très important à Dortmund le mardi. Quelle que soit l'équipe qu'on mette, les joueurs ont la tête à Dortmund et donc ce match-là est passé un petit peu au second plan pour eux. La Ligue des Champions mardi, mercredi et le retour de la Ligue 1 avec Monaco à l'affiche. Toulouse, ce sera vendredi soir. Que se passe-t-il dans le football français? Oui, il faut faire quelque chose, absolument. Réunion aujourd'hui encore à Paris. Il faut qu'on se mette autour de la table, il faut qu'on arrive à avancer. Et ce qu'on a vu ce week-end est intolérable, inacceptable, avec un entraîneur qui prend la mouche, qui s'énerve et qui vient front contre front, nez contre nez, face à l'arbitre. Ça, c'est une image qu'on ne pensait pas voir, surtout ce week-end, après les propos de Longoria, le président de l'OM, le directeur général de l'OM, la semaine dernière, Laurent Manide. Oui, c'est une image qu'on n'aimerait pas voir. Malheureusement, c'est un métier qui vous bouffe les nerfs et qui, malheureusement, des fois, fait qu'on passe le... Ah oui, donc ça vous arrive, et là, vous êtes en train de me dire que... Mais ça m'est arrivé, pas dans ces circonstances-là, mais je pense que ça prend tellement les tripes et c'est tellement difficile de subir cette pression quotidienne, ces réseaux sociaux, voilà, faut bien se dire que quand on a fini le match à 10h15, à 10h30, on a la tête dans notre match et que toute la semaine, on pense à tout ça et qu'à un moment donné, il y a une surcharge. D'accord, mais là, vous êtes sur le bord de tout. Vous êtes entraîneur, il n'y a pas non plus péril en demeure pour Lyon à ce moment-là. Et vous êtes obligé de vous énerver comme ça, alors que vous savez qu'il y a un devoir de respect quand même. Non, mais je suis d'accord sur ce geste-là. On ne doit pas le voir. Il n'y a pas péril en demeure, puisqu'ils sont 2-1 et que s'ils prennent un but, ils ne sont plus qualifiés. Bon, ils jouent une qualification pour la Coupe d'Europe. Après, ça n'excuse pas ce qui s'est passé, c'est malheureux. Maintenant, je pense que il y a aussi des progrès à faire dans tous les sens. C'est-à-dire que les arbitres doivent aussi avoir une attitude un peu plus humble. À une époque, on les critiquait beaucoup. Je ne vais pas citer de nom aujourd'hui, parce qu'à une époque, nous, on était plus jeunes. Si vous nous suivez sur Monaco Info avec les Wurst et Vautreau, c'était du spectacle presque. Mais il y a une autre période plus compliquée avec des arbitres comme Gilles Vessière, qui parlait peut-être aux joueurs qui les tutoyaient. Il y a une façon peut-être arrogante par moment de certains. Oui, et puis il y a aussi, je pense qu'il faut avoir un peu plus de rapport humain entre les arbitres et les entraîneurs. Je pense que quand on a un arbitre de 30 ans et qu'on en a 55 et qui vient vous voir, vous taisez, enfin... Il y a des choses qui font que, dans la façon de faire, dans la forme, je pense qu'on peut arranger les choses pour qu'il y ait un peu plus de respect entre les gens et entre les différents acteurs. Alors, quand on voit Pablo Longoria s'énerver contre le corps arbitral, parler de corruption, ce week-end, il a une arbitre au féminin. Il a eu Stéphanie Frappard, qui est une de nos meilleures arbitres. Ça calme aussi, peut-être, de mettre une féminine sur la pelouse des masculins? Je ne sais pas. Moi, l'important, c'est pas qu'elle soit fameuse, mais l'important c'est qu'elle soit bon. Voilà. Il y a peut-être une autre façon, peut-être. Non, mais c'est peut-être une solution aussi pour aborder le match différemment. Je ne pense pas. Je pense simplement que, quand on regarde en Angleterre ou quand on regarde le rugby, on ne voit pas de problème avec les arbitres. Mais il y a une façon de se comporter des arbitres qui est différente aussi. Il y a un peu plus d'explications, il y a un peu plus de pédagogie. Et voilà. Alors après, ça n'excuse pas encore tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait des rapports différents pour que les choses soient un peu plus tranquilles. Vous venez de le dire, plus de pédagogie, plus d'explications, vraiment c'est un cheval de bataille depuis longtemps. Il y a un moment, comme nous, on est sonorisé. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir écouter comme au rugby l'explication de l'homme en noir au milieu de terrain? Ça serait une bonne chose.
Parce qu'on teste, c'est pareil, ça coûte cher, soi-disant, enfin, on doit le poisson. Mais hein. ça serait une bonne chose, et ça serait une bonne chose aussi que même les entraîneurs puissent savoir ça, quand ils parlent aux arbitres, oui. pour qu'il y ait une preuve. Preuve comme quoi, voilà. Comme quoi, ils ont dit des choses, voilà. Ouais. Je pense qu'il faut que ça soit très clair, de manière à ce que on apaise la situation, parce que là, comme ça, bon, de toute façon, on le voit tous les week-ends, que ce soit dans des matchs de gamins ou des matchs un peu plus d'adultes, on voit des problèmes, on voit beaucoup d'agressivité, on est dans une société qui est de plus en plus intolérante, de plus en plus agressive. Bon, il faut faire quelque chose pour que les choses s'apaisent et pour que... Alors, bien sûr, il faudra des sanctions, malheureusement. Il y a des grosses sanctions chez les amateurs, hein, vous le savez. Hein. Oui, oui, il faut des sanctions et c'est comme ça, mais il faut aussi qu'il y ait, à mon avis, une évolution dans la façon de présenter les choses. Il y aura sanction automatiquement pour Fonseca, comme il y a eu sanction aussi oui. pour Marseille et son dirigeant. Hein, et que... Oui, bien sûr, il y aura des sanctions. Et ça peut être des grosses sanctions. D'ailleurs, en Angleterre, ils mettent des grosses sanctions, que ce soit financières. Ils ont réglé les problèmes des supporters, ils ont réglé des problèmes d'agressivité. Les matchs sont très... Ouais, mais c'est viril hein, quand même. Très viril, mais dans le respect du jeu, il se passe très peu il y a peu de polémiques en Angleterre. Comme au rugby, hein, quand il y avait ça, après on met un petit carton, un carton jaune, un carton on orangé. Explique pourquoi, et on essaye d'avoir toujours la même mise sur la maîtrise. Il y a urgence, on l'a compris, hein, pour le football en ce moment, pour le spectacle de la Ligue 1, on ne parle même pas des droits télé, en fait tout ce qu'il y a autour, il faut que voilà, on arrive maintenant à assainir un peu cette situation. Puis j'aimerais qu'on ait une pensée, Laurent, avant de se quitter, pour un grand dirigeant du football qui nous a quitté, qui a vécu sa passion encore après le match d'Auxerre contre Strasbourg. C'était l'ancien président d'Auxerre, que beaucoup de gens ont connu, c'est Gérard Bourgoin, qui était même président de la Ligue pendant 2 ans, l'ami de Gérard Depardieu, qui partait à Cuba, qui pilotait son avion. 85 ans, il prend sa voiture, il fait un malaise cardiaque et il nous a quittés. Mais ça reste un de ces personnages emblématiques, façon Claude Besse de l'époque ou autre. Oui, c'était des gens passionnés par le football. Loulou Nicolas, bien sûr. Oui, c'est des dinosaures, c'est des gens qui ont apporté au football toute leur passion et qui ont investi beaucoup. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas des groupes, c'était des gens qui apportaient leur argent pour aider les clubs. Et c'était un entrepreneur et voilà, c'est des gens que... Voilà, un incroyable destin, quoi. Il était allé voir son équipe qui a perdu 1-0 contre Strasbourg et au volant de sa voiture, il fait un malaise cardiaque. C'est comme certains artistes qui veulent mourir sur scène, c'est de garder cette passion jusqu'au bout, quoi. Quelque part, on va avoir une pensée tendre pour Gérard Bourgoin ce soir dans les experts du foot. Merci Laurent Banide. Merci. À dans 15 jours, dans ce beau mois de mars pour l'AS Monaco, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr. Merci de nous avoir suivis ce soir dans les experts du foot.